Cette vidéo est sponsorisée! Je m'attendais pas à voir ce jour venir. Hey, vous aimez les animés? Oui, je sais, vous aimez Disney, mais l'un n'empêche pas l'autre. Eh bien, Bac à Shop pourrait faire votre bonheur. Recommandé par d'autres sites de vente bien connus, Bac à Shop vous propose de vous fournir à prix compétitif des figurines de nombreux personnages chouchous de Dragon Ball, One Piece, Naruto, My Hero Academia et d'autres. Tous les produits neufs comme d'occasion sont importés directement du Japon, aucune contrefaçon et expédiés chez vous depuis la France. Donc ça fait double authenticité. Avec plus de 800 ventes par an et aucune plainte, c'est une entreprise qui respire la passion, comme on peut le voir au design très stylé de leur site, conçu très personnellement. Les figurines sont classées travaillées, le choix est varié, et si vous avez quelque chose de précis en tête, vous avez la possibilité de payer des commandes spécifiques aux responsables via leur messagerie toujours disponible. Un peu comme les boutiques des années 90 à l'ancienne. À ce moment-là, faut vous attendre un certain temps d'attente, ils les font pas directement téléporter du Japon non plus. Si vous y retournez, vous serez même récompensé par un système de carte fidélité. Plus vous achetez, plus vous gagnez de points qui pourront être échangés contre des remises. Ayant moi-même la main sur un de leurs produits, je peux vous assurer de leur qualité, c'est joli et ça tient solidement. Ah oui, t'es beau, toi. Il y a aussi d'autres goodies en tout genre à se procurer. Vous pouvez payer par carte bancaire ou PayPal, sans frais dispo, voire à travers Vinted si vous le souhaitez. Donc, si vous vous sentez otaku, Bac à Shop est fait pour vous. C'est la dernière fois que je prononce une phrase comme ça sérieusement moi. Allez sur Bac à Shop, lien dans la description, et faites-vous votre idée. Livraison à 3,96€ pour la France, en dessous de 2 kg via Shop to Shop. Bonjour, je suis Mayolek et j'aime Final Fantasy. La qualité des divers opus est assez variable, mais j'ai toujours eu beaucoup d'estime pour la recherche de grandeur de ces jeux et la tentative constante de se renouveler, là où d'autres franchises se reposent un peu facilement sur leurs acquis en faisant juste quelques ajouts ci et là. Alors, quand j'ai appris, il y a 20 ans de cela, ouais, ça fait aussi longtemps, qu'on sortait un jeu vidéo qui mélangeait les univers de Disney et Final Fantasy, pensez donc si j'étais excité comme une puce. Le studio qui a produit certains de mes RPG préférés de tous les temps, créant le crossover ultime pour un fan comme moi, c'était, comme pour beaucoup, un rêve qui se réalise. Un rêve qui s'est peut-être un peu trop étiré maintenant, mais je sais que rien qu'en disant ça, j'ai sans doute déclenché une vague de débats en commentaire à laquelle je ne veux pas participer. Après, un concept savoureux ne fait pas tout, et c'est pas parce qu'on mélange deux trucs qui me plaisent que ça va devenir automatiquement génial. Je mangerai pas de la truffade au chocolat blanc par exemple, mais qu'est-ce que ça donne au final? Eh ben, un jeu bien sympathique, qui resterait solide sans la partie FF ou Disney, et c'est important. On a des personnages centraux assez marquants, une histoire pas trop mal, on va s'y pencher, des musiques réussies mémorables, et un gameplay très intuitif et addictif. C'est de l'action RPG excellent, au système de combat fun et prenant, où on doit gérer ses attaques et sa magie avec une ribambelle de possibilités bien senties pour que le bourrin comme le stratège y trouve son compte. Les ennemis sont suffisamment variés pour faire le taf, j'ai toujours une dent contre ces grelards qui me contrent à chaque fois, on en crée même quelques spéciaux pour pimenter les rencontres. Les boss sont majoritairement bien fichus dans leur mécanique qui varie et la courbe de difficulté est bien jaugée. On sait très bien jouer sur les divers environnements, leurs ouvertures et contraintes. Pour de la PS2, c'est visuellement du bon niveau, varié dans les décors et les PNJ qu'on croise. RPG oblige, en plus d'un système de niveau classique, on a une gestion d'inventaire et de compétences assez sobre mais vraiment satisfaisante, qui rend la sensation de progression plaisante, et on sait caser de temps en temps de la quête secondaire sympathique, qui apporte un plus non négligeable. Bon, si j'avais quelques petits bémols à pointer... Le voyage en vaisseau Gumi est très cool sur le concept, mais assez fade dans la gestion et la prise en main, et ça se ressent plus comme une obligation à remplir entre deux mondes qu'un bonus de gameplay fun. Les angles de caméra peuvent être assez emmerdants dans des environnements restreints, et l'IA de nos alliés est pas forcément la plus réfléchie qui soit, même s'il y a pire. 3 éléments qui seront nettement améliorés dans les prochains opus, comme ça arrive souvent. On viendra rarement dire que le premier Zelda ou le premier Mario sont les meilleurs à jouer de leur franchise. Mais malgré ce manque technique indéniable, ce jeu est mon Kingdom Hearts préféré, parce que c'est celui qui a su le mieux mettre en avant le gimmick qui a attiré autant de gens, mélanger les univers Disney et Final Fantasy. Car qu'on se comprenne bien, c'est un bon jeu sympa sans ça, mais c'est avec ça qu'il a su me marquer à ce point dans le temps. On a créé un univers qui tire parti avec un certain brio des persos bien connus qui l'incorporent, et c'est quelque chose que je louerai beaucoup moins dans les volets suivants. En attendant, je pense qu'il est temps de commencer enfin à se pencher sur ce que ça raconte. Accrochez-vous, ça va durer un petit moment.
Ça, je vous le fais pas dire. Tu veux peut-être de l'aide pour ça? Ah bordel, pas encore. Écoute, Maître Zéanop. Maître Xehanort, j'ai déjà donné pour les caméos dans la vidéo précédente, donc si tu veux intervenir, tu me fais ça bref et rapide, d'accord? Ok, je peux me présenter au moins. On s'en fout. Je peux au moins préciser que je suis fan de Kingdom Hearts. Avec ton pseudo, je m'en serais pas douté. On démarre sur une très bonne intro où notre héros entreaperçoit sa destinée en rêve et choisit sa voie, c'est-à-dire offensif, défensif, magicien, courbe de progression lente qui accélère ou rapide qui ralentit, fait organiquement à travers des discussions avec une voix désincarnée et 3 versions rajeunies de Waka, Tidus et Selfie, les quelques persos repris un peu aléatoirement des FF. Mais ça reste mieux que si c'était des pecnos lambda. On traverse des vitraux en luttant contre la piétaille, le tout en mettant bien en place visuellement et textuellement les enjeux à venir et leur ampleur. C'est un peu du didacticiel introspectif et c'est très efficace. Ça se termine sur un boss facultatif à battre, un bon gros morceau qui s'appelle Darkside, mais écrit correctement ce coup-ci. Parce que tu auras la clé! Nous sommes subtils! Et on commence véritablement l'histoire sur notre héros Sora qui se réveille sur le sable avec sa bonne amie. Sora, espèce de fainéant! Dis, Kairi, comment était ta ville natale? Tu sais, là où t'as grandi? Oui, moi aussi, c'est la première question que j'aurais envie de poser au réveil. Je te l'ai déjà dit. Je m'en souviens pas. Tu veux dire pas du tout? Pas du tout. Et moi, je me souviens pas que je devrais déjà le savoir vu qu'on est potes. Nos 3 jeunes amis, Sora, Kairi et Riku, vivent sur l'île du Destin. Oui, les gens qui l'ont baptisé avaient un peu le melon. Et ils rêvent de construire un radeau pour aller visiter d'autres mondes ensemble. Sachant que j'ai jamais trop compris comment ils comptaient techniquement accomplir ça, vu que les autres mondes sont séparés par l'espace. Il me faut des rondins, un drap, une corde, ah oui, et puis aussi une piste de décollage et des réacteurs nucléaires. Un fruit pas au bout? Si 2 personnes en partagent un, leurs destinées se fondent. Ils feront toujours partie de la vie de l'autre. Ce sera très pratique pour faire du symbolisme plus tard. Allez, je sais que tu veux y goûter. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais que tu vas finir avec moi, la moitié de la fanbase le pense. Parallèlement au royaume Disney qui dirige un peu toutes les grandes affaires de la galaxie, waouh, quel travail de fiction pas du tout réaliste, le roi Mickey est absent et ça paniquerait la reine si elle n'était pas sous extasie tout de suite. Cela signifie que nous devons faire confiance au roi. Merci. Arrête de garder le même sourire figé, tu me fous les jetons. On dirait presque que vous vous êtes pas fait chier pour elle parce qu'elle apparaît à peine 40 secondes. Le roi Mickey est parti régler le problème grave des étoiles et mondes qui n'arrêtent pas de disparaître mystérieusement dans la galaxie, sans en dire plus à personne, parce qu'il les juge tous trop cons pour les mettre au parfum. Sans ça, on saurait tout trop vite. Et il confie à ses gardes de confiance Donald et Dingo de chercher et protéger le possesseur de la clé des mondes. Grand héros du destin élu, bla bla bla. Ils seront accompagnés dans leur tâche par Tic et Tac, ingénieur du risque, et... Pour relater vos aventures, il vous accompagnera. Je suis là! Je m'appelle Cricket. Ah, ok. Pratique, il n'y aura pas besoin d'écrire un rapport. Ça alors, Jimmy? Ton monde aussi a disparu? Ouais, on nous balance l'info au calme, ça a pas l'air de l'effriser plus que ça. Tant que je sache, je suis le seul à avoir réussi à atteindre ce château. Ça me rappelle qu'il faudra que j'achète des œufs pour demain. Sinon, nous visitons notre île et il y a pas mal d'activités sympathiques à faire pour animer le coin. Combats amicaux, courses... Pas tes griefs personnels là-dessus, on est en compétition constante avec Riku pour gagner des points. Et celui qui gagne donnera le nom qu'il avait prévu pour le radeau à notre vaisseau Gumi plus tard. Déjà, je sais pas trop pourquoi Sora lui ferait ce plaisir-là vu qu'il sera pas là et ce qu'il nous fera. Mais aussi, passé un certain temps, on n'a plus le choix du challenge pour gagner des points. T'es obligé de te farcir la course longue et un peu chiante alors que le duel est plus rapide et fun. Mais si tu veux gagner le droit de nommer ton vaisseau et que t'as pas assez de points, t'es forcé de te farcir ce mini-jeu rébarbatif. Promis, je vais pas pinailler sur tous les détails comme ça, je veux pas que cette vidéo dure 3 heures. En visitant une grotte secrète de l'île, on tombe sur un type un peu chelou. Je suis venu voir la porte de ce monde. Hein? Ce monde a été connecté. Ah, enfin! Depuis le temps qu'on attend la Wi-Fi sur cette île! Celui qui ne sait rien ne peut rien comprendre.
L'argument principal des fanboys du jeu? C'est bizarre ces oreilles qui sifflent. Disparition Sylvain Mirouf. Et après, tout part en couille. Les ténèbres s'abattent sur l'île, Riku semble plus ou moins responsable. La porte s'est ouverte, Sora. On peut aller dans le monde extérieur. La peur ne doit pas nous freiner. Je n'ai pas peur des ténèbres. Je suis un dur, moi. Il se barre dans les ténèbres, Kairi disparaît à son tour en mode Sylvain Mirouf, et alors que les monstres nous submergent, Dieu nous donne notre arme anti-badass pour pouvoir nous défendre et défoncer pour de vrai Darkseid. Le pouvoir de la clé t'oblige. Ça n'empêche pas notre monde d'être aspiré et notre héros d'atterrir dans la ville de Traverse où se trouve, par pure chatte, Donald et Dingo en train d'enquêter. La ville de Traverse, c'est un peu le monde de transit de Kingdom Hearts. Tout le monde y passe parce que... il en faut bien un. On y rencontrera aussi quelques persos bien connus des Final Fantasy. Sid, version 7ème opus, qui est vendeur. Je le savais que c'était un capitaliste dans l'âme. Sorti de FF8, l'émo ultime Squall. Ou devrais-je dire Léon? Je crois que tu y as été un peu fort, Squall. Je m'appelle Léon. Il n'y a jamais eu aucune logique à ce changement de nom, à part pour se la péter. La Keyblade désigne son maître, et c'est toi qu'elle a choisi. Un choix discutable. Ah, je suis tellement émo. Je pense qu'ils lui ont fait faire ça juste pour se foutre un peu plus de sa gueule là-dessus. Et le plus ironique, c'est que maintenant, la plupart des gens se souviennent de lui comme Léon. Pour nous jauger et se la péter aussi, il nous teste et quoi qu'il arrive, il nous assomme. C'est bien la peine de bien jouer. On découvre alors ses deux compagnonnes, Aeris et Yuffie. Je suis le grand ninja Yuffie. Ils forment une brigade de la paix dans le coin, ou plutôt une brigade de l'exposition. Vous savez qu'il existe beaucoup d'autres mondes en dehors de votre château et de cette ville, n'est-ce pas? Ils n'avaient jamais été reliés, jusqu'à présent. Quand les sans-cœurs sont arrivés, alors tout a changé. Les sans-cœurs? Ils expliquent en gros que ces créatures recherchent les cœurs pour les compléter et que l'élu de la Keyblade est désigné pour trouver le cœur du monde et restaurer la lumière. Ouais, je vais pas vous le cacher, en termes d'enjeu, on a vu plus fin. Dans un sens, c'est suffisant car le plus important, c'est le parcours des personnages. T'as entendu parler d'un certain Ansem? Quelle version? C'est un sage qui a étudié les sans-cœurs et dont les rapports sont disséminés un peu partout. Ça représente un élément plutôt bien fichu du jeu, j'y reviendrai. Mais en attendant, c'est la cohue car les sans-cœurs attaquent la ville et la rencontre du destin a lieu. À peine trouvés et déjà à 4 pattes les uns sur les autres. Ils affrontent ensemble le chef des sans-cœurs, Mekarenan, et après le combat, ils se mettent d'accord pour œuvrer ensemble afin de trouver le roi et les amis de Sora. Un pour tous et tous pour un. On raconte que c'est là que Disney a eu l'idée de faire ce film. Mais il ne se doute pas que, tapis dans l'ombre, une coalition de méchants les surveille. Quel est le pouvoir de la Keyblade? La force de l'enfant n'entre pas en jeu. Waouh, cette voix te va beaucoup moins, Jafar. Dirigé par un maléfique en personne, on ne sait pas précisément ce qu'ils veulent, alors que notre trio bourlingras de monde en monde à la recherche des leurs. Un élément qui me plaît dans leur relation, c'est que la confiance va vraiment prendre du temps à se construire. Au départ, Sora et Donald auront leurs priorités assez détachées, et il y aura pas mal de tensions à gérer au fil de l'aventure pour qu'ils soient véritablement confiants, alors que Dingo jouera la bonne poire neutre. Et c'est vraiment impactant de montrer une relation d'amitié avoir besoin de se forger sur quelques conflits. Les volets suivants ne jouiront pas de ce développement-là et auront juste une dynamique centrale un peu plus safe, malheureusement. Et on a toute une galaxie qui s'ouvre à nous, mais un ordre de mondabilité plus ou moins préétabli. C'est pas vraiment un ultra open world, non. Ce qui est assez drôle, c'est que techniquement, certains de ces mondes sont un peu des bouts de notre planète, presque. L'Arabie, la jungle équatoriale, la Grèce. D'ailleurs, logiquement, le monde de Tarzan et celui de Peter Pan ont leur Angleterre attachée. Ensuite, je file à l'anglaise, comme la crabe. On va dire que c'est à chaque fois une version parallèle de la même planète à la Sliders. Bref, le prochain monde est le premier Disney visité et le pays des merveilles, où comme Alice, on boit quelque chose pour rapetisser et grandir. Un peu comme les vieux aussi. Et on arrive directement en plein procès. Ouais, on a sauté tout le film. La cour reconnaît l'accusé, ici présente coupable d'agression et de tentative de vol de mon cœur. Oh, tu voulais dire au sens littéral? Ah ouais, dégueu là. On est des étrangers, ne serait-ce pas s'émincer?
Émince-toi, dingo. Il fonce donc au secours de la pauvre fille. Excusez-moi, mais nous savons qui sont les vrais coupables. Eh oui, c'est les sangliers. C'est censé être un mot tabou, j'ai loupé quelque chose. Elle nous laisse le temps de chercher les preuves, alors que le chat de Cheshire nous aide un petit peu. Faut croire qu'il aime bien la petite, en fin de compte. Jamais simple à cerner. Et alors qu'on visitera majoritairement la forêt, on trouvera... des boîtes roses. Preuve évidente. Seulement la reine, ça lui plaît pas, donc elle nous force à choisir au hasard entre ses preuves et les siennes, et quoi qu'il arrive, elle n'accepte pas la vérité, et on doit l'affronter avec sa garde. C'était bien la peine de nous donner le temps au départ. Bon, ces délires arrivent à bien passer parce qu'on est au pays des merveilles, justement, où tout est cinglé. Donc cette façon de tourner la trame en bourrique colle bien au ton du film. Mais c'est clairement pas un truc qu'on peut se permettre tout le temps. Seulement, durant l'affrontement, Alice s'est également fait faire une Sylvain Mirouf. Pouvoir faire disparaître qui on veut comme ça, faut reconnaître que c'est pratique. De fait, sans rancune, au revoir majesté, on s'appelle et on se fait une bouffe. Bon, étant donné que c'était pas non plus un boss écrasant, on s'en tape après un vrai pour la bonne mesure, et on fait notre premier verrouillage des ténèbres, sur la porte dont on avait déjà vu la bouche avant. Êtes-vous obligé de crier? Autrement dit, on aurait juste pu se contenter de le faire et de se barrer 1 minute montre en main. Mais bon, faut bien remplir le jeu. Le monde suivant, c'est le Colisée, qui est le plus récurrent de la franchise. Faut dire que Hercule, c'est le film Disney qui te crie action. Ça commence sur Phil qui confond Sora avec Hercule. C'est bien trop lourd. Quoi? Trop lourd? Ha! Mais depuis quand t'es devenu une... Oh. Je me disais aussi, est-ce que tu as démué depuis la dernière fois? Il y a un petit tournoi bientôt et nos héros veulent y participer, en plus d'un autre. C'est un festin pour les fanboys de FF7. Cloud, qui est incorporé de manière très intéressante car on le présente comme un mercenaire engagé par Hades, ce qu'il est au départ, et il est fourré là-dedans parce qu'il recherche quelqu'un qui représente sa lumière. On se demande qui, et qu'il a essayé d'y parvenir grâce aux ténèbres. J'ai chuté dans les ténèbres. Je ne voyais plus la lumière. Ce qui fait un petit parallèle sympa avec Riku et expliquera l'existence d'un certain perso qui, comme beaucoup, m'a fait roter du sang dans son combat optionnel. Le seul souci que j'ai, c'est... en quoi elle était si compliquée à trouver que ça, Cloud? Et aussi, on ne montrera pas une seule seconde les suites de ses retrouvailles de fin de jeu dans les opus suivants. Mais c'est pas Kingdom Hearts 5 j'en veux pour ça. En tout cas, Phil nous forme rapidement en tant qu'aspirant héros en nous faisant casser des tonneaux. Ouais, c'est beaucoup plus chill que pour son poulain. Et on peut participer au tournoi qui s'est organisé des groupes de monstres sauvages en bande, où on finit par affronter Cloud, et quoi qu'il arrive, Hades enverra le Cerbère pour nous finir. Toujours cette illusion de compétence à ce qu'on peut accomplir. C'est là que le fringant super mâle arrive pour le contenir, mais on va pas fuir comme des lopettes et finir le job. Petit, écoute-moi, j'ai 2 mots à te dire. Attaque! Vous avez même conservé ça du film, joli. J'avoue, ce Cerbère, on lui fait beaucoup plus honneur dans ce jeu que dans le film. Il justifie intelligemment le fait qu'il sera plus dur à battre plus tard, car Hercule l'a épuisé, là, et on repart sur un dernier bon échange. Il est fort, il est gentil, il est toujours là pour vous. Il est parfait. Parfait. Parfaitement exaspérant! À partir de là, tout le reste du monde est facultatif. Ça se décompose en tournois et duels spéciaux, et c'est selon votre bon vouloir, mais c'est vraiment fun pour le challenge et débloquer pas mal de combats et de scènes cool, une de mes parties préférées du jeu. Pour le suivant, à la jungle profonde, Sora et Donald se disputent les commandes et atterrissent en catastrophe, séparés par la chute. Sachant que si tu peux survivre à ça, Sora, j'ai pas trop peur pour le reste. On rencontrera Tarzan dans un bel échange qui montre bien la phase d'adaptation de Sora envers ses 2 compères et ses craintes en même temps. Ils sont 2. Le râleur, c'est Excuse-moi. Je délire. Je suis à la recherche de mes amis, Riku et Kairi. Plutôt malin de faire un parallèle avec cette double paire d'amis. Et Tarzan qui le troll pas mal. Ami, ici. C'est vrai? Ouais, on en reparle. Conduit par le roi de la jungle, il est amené au camp de Jen. Salut. Je suis... Oh! Vous parlez notre langue?
De toute évidence, vous n'êtes pas un parent de Tarzan. Le fait qu'il porte pas juste un pagne aurait peut-être pu t'aiguiller aussi. Il retrouve ses poteaux animaux et la suite est pas extra. En fait, on tombe dans la catégorie des mondes Kingdom Hearts qui sont des mondes résumés de films. On raconte la même chose que dans le long métrage, mais en raccourci, moins bien mis en scène, et il y a nos 3 héros qui sont juste à côté pour la baston de temps en temps. Narrativement, je trouve ça un peu sans intérêt parce que... autant revoir le film. Je préfère des configurations comme le Pays des Merveilles ou le Colisée parce que ça n'essaye pas de recopier bêtement une trame connue pour tirer facilement sur la nostalgie. Ça veut s'inscrire dans une narration propre au jeu, aussi simplet que ça puisse être. Et ce genre de recopiage arrivera malheureusement régulièrement dans cette franchise. Bref, c'est le même déroulé que le film Tarzan, sauf que Monsieur Porter est pas là. J'avoue, il avait une utilité restreinte. Sabor meurt plus tardivement, Kerchak ne meurt pas. Et Clayton n'est pas méchant tout seul puisqu'il est consumé par un sans-cœur caméléon qui lui a aspiré le cerveau en plus du cœur, semble-t-il, puisqu'il reste bêtement sur place à attendre qu'il l'écrase. Cool. Après, j'apprécie certains points. La relation tumultueuse entre Sora et Donald est bien montrée, ça aide à illustrer l'influence des sans-cœurs sur les divers mondes existants, et avoir Tarzan en compagnon bonus au combat est vraiment fun. Ça diversifie un peu l'expérience, c'est pas le seul autre compagnon qu'on aura. À la fin, on est littéralement envoyé au dernier niveau, le cœur de la jungle, et à l'explication... Oh, ça y est, j'ai compris. Hé, ah, veut dire que... amis dans nos cœurs. Oh... voilà ce que ça voulait dire. Merci mec, ça aide beaucoup. Je crois que quelqu'un a une admiratrice. Toc, Donald, hentai. On quitte l'endroit en se demandant c'est quoi ces blocs Gumi qui tombent des serrures et on décide de retourner voir Léon pour des réponses. Il ne sait pas. Mais heureusement, Sid semble s'y connaître lui parce que c'est un peu son truc tout ce qui vole. Parfait raccord avec FF7. Il peut améliorer notre vaisseau avec ça en lui permettant d'aller plus loin dans l'espace, mais en attendant qu'il bosse, on va rester un peu dans le coin, notamment en livrant un bouquin au magicien du quartier, Merlin. Êtes-vous un sans-cœur? Tu trouves qu'il a une gueule de sans-cœur? Tu demandes ça à tous les vieux que tu croises? J'avoue, c'est une figure sage bien choisie. C'est le professeur par excellence dans son film, et que ce soit lui qui nous apprenne à évoluer en magie coule de source. La marine fée en assistante est un bonus dispensable techniquement, mais sympathique. Je veux dire, en dehors de dire les invocations ça marche pas tout à fait pareil, on aurait pu avoir le même pour les deux. Mais bon, je boude pas trop le rajout, il est cool. Un peu moins cool que celui-ci. Salut? Qu'est-ce qui va pas? Oh, rien, je pensais... C'est ça le problème. Ce livre qui sort de nulle part nous propulse dans la forêt des rêves bleus avec Winnie et ses amis. Yeah. Alors, conceptuellement, je salue un peu l'idée. Sora est très définie par son rapport à l'enfance, donc lui donner le rôle d'un Jean-Christophe dans la découverte d'un univers calme enfantin comme ça, c'est une façon pas bête de nous rapporter à la naïveté de sa mentalité. Ce sera d'ailleurs pas mal filé dans les 3 volets principaux où sa mentalité évoluera. Ça note rien au fait que ces personnages sont ultra irritants à suivre dans leur bêtises. En plus de ça, les mini-jeux de ce passage sont d'un lourd à se farcir, avec des contrôles à peine finis, des mécaniques pourries et des enjeux chiants. Je peux pas leur enlever ça, ils ont parfaitement capturé l'esprit des films chez moi. Bref, durant tout ça, notre brigade nous parle enfin de la grande méchante maléfique qui sait contrôler les sans-cœurs et a causé la disparition de leur monde. Sacré exploit hors champ. Il parle aussi des serrures des planètes à refermer qui mènent au cœur du monde. En gros, toi élu, toi activer truc magique pour trouver dernier niveau. Et justement, on l'a pas fait pour la ville de Traverse, donc on s'en charge vite fait avec la revanche de Mecha Rayman, un coup de clé et au lit. Bon, le plus important, c'est qu'on retrouve enfin un de nos 2 potes qui passe par là. Ah, te voilà. Riku! Sans rancune pour ce que t'as fait à notre île. Riku qui, à nouveau, dégage une vraie sympathie. Toi, un aventurier? Je n'y crois pas. Ne t'en fais pas. Tu n'as qu'à me laisser faire. Je suis trop sombre et classe pour être au même niveau que vous.
Gars, choisis pas Maléfique pour t'épauler, t'as déjà un menteur de cœur émo tout désigné. Je reconnais tout de même que Donald n'aide pas. Elle ne peut pas voler. Quoi? Shadow. Oh, allez, c'est mon ami. Pourquoi, mec? C'est quoi ton problème? Donc, il disparaît à peine réapparu, et Sora balise pas trop. Bon, au moins il va bien. C'est pas comme si le retrouver, ça représentait la moitié de mon but premier. En tous les cas, le monde suivant est Agrabah, où ça va juste être une grosse lutte contre Jafar qui a pris le contrôle de la ville. Sans la lampe! Comme quoi, des fois, il y a certains de nos objectifs qui nous brident. Y a pas énormément à dire scénaristiquement, c'est nos héros qui se mettent avec Aladdin pour combattre le gros méchant. C'est presque une ressucée de la seconde moitié du film, mais on en change suffisamment pour bien incorporer ça dans l'intrigue globale du jeu. Jafar contrôle désormais des sans-cœurs pour nous affronter, et il recherche la serrure du monde et Jasmine pour œuvrer au plan de toute la Ligue des méchants. Parce qu'il s'avère que cette princesse de cœur bien désignée peuvent être la clé pour ouvrir le cœur du monde. D'où Alice qui a été capturée avant, et Ariel qui n'est pas du tout considérée comme une possibilité pour une raison qui m'échappe. Mieux, on n'en est pas là. Ça s'incruste plutôt bien à la menace fil rouge, et si certains éléments du film sont repris un peu trop rapidement, mon seul vrai souci, c'est la gestion des vœux. Je veux dire, écoutez-moi ce qu'Aladin souhaite. Génie, débarrasse-moi d'eux. Ouais, tu nous as débarrassé de quelques monstres dont on se débarrasse par paquet de 10 régulièrement. Trop fort. Génie, aide Jasmine. Il reste un vœu. Et elle est même pas aidée jusqu'au bout, vu que Jafar chipe la lampe. Je regrette. Ça devrait même pas être comptabilisé comme un vœu, ça. Pareil pour Jafar, qui veut dévoiler la serrure d'Agrabah dans la caverne aux merveilles, où tout le monde peut se rendre maintenant. Parfait pour justifier de reprendre les décors. Qui demande au génie de se battre, puis après de le transformer, et c'est assez drôle. Le plus puissant des génies est sensible au coup, et pas le génie un peu moins puissant qui était invincible à l'instant. C'est une lampe low cost, elle vous donne toujours moins que ce que vous voulez. Ça se termine plus ou moins de la même façon dans le film, seulement Jasmine est capturée par les autres et Aladdin veut nous accompagner pour la sauver, mais on ne peut pas l'accepter. Parce qu'on peut avoir qu'un seul combattant bonus par monde, ça fera blocage si t'es là. Mon cul s'immiscer depuis le début, ça vous dérange pas trop de faire ça? D'ailleurs, ça vous empêche pas d'emmener le génie libéré en tant qu'invocation, bande de trouducs. Vous pourriez pas juste dire qu'il y a que 3 places dans votre vaisseau gummi de merde plutôt que de faire passer Donald et Dingo pour des connards? Sinon, si ça intéresse quelqu'un, c'est mon préféré du jeu. Parce que c'est bien comment il est construit avec les petites ennemis qu'on tient, on s'y perd un peu au début mais c'est plutôt prenant, et tout à fait dans l'ambiance du film, tout comme les sans-cœurs locaux et différents boss, dont un optionnel qui est une plaie à affronter. Sinon, il y a aussi la Keyblade qu'on reçoit à la fin que j'aime bien. Oui, parce qu'on reçoit un skin pour renforcer notre arme à plusieurs moments du jeu. La plupart du temps quand on finit un monde, mais certains sont bien cassés, et un autre doit être obtenu avec les mogs. Je déteste les mogs, ces vilains petits capitalistes. Par la suite, on croise Monstro qui passait par là et qui a un petit creux. Ou comment donner des cauchemars aux plus jeunes joueurs. L'idée du monde est très cool, visiter les entrailles d'un monstre spatial géant, c'est une configuration très spéciale qui a son atmosphère. Dommage que l'environnement soit un peu répétitif au-delà de ça. Sinon, c'est juste un étirement de la toute fin du film Pinocchio, où celui-ci est un peu un poulet sur les bords et où il y a un léger point de logique qui me gêne. Quand nous avons été séparés, je l'ai cherché absolument partout. Sur ton bateau en bois? C'est comme pour la planète au trésor, il peut voyager dans l'espace? J'aurais pas été contre qu'on le précise. Ce monde se démarque surtout sur le temps qu'on alloue à Riku et à Sora qui découvre enfin pour qui il œuvre. Une conscience? Tu ne l'écoutes pas, mais moi je l'entends parfaitement. Et elle me dit que tu es dans le mauvais camp. Je vais vous avouer un truc, je ne trouve pas que ce soit une des plus grandes relations d'amitié qui soit. Je ne vois pas d'étincelle forte dans la dynamique entre eux avant ces deux potes garçons qui passent dans l'idée, sans plus. Mais ce qui rend ça un peu plus fort, c'est le drame qu'on crée dans la configuration. Parce que Riku est prêt à embrasser les ténèbres pour atteindre son but rattachable en aidant Maléfique à réunir les princesses de cœur, là où Sora est plus boy scout. Et la façon dont cette différence d'approche met leur amitié à mal est plutôt impactante, surtout quand on voit ce que Riku est prêt à faire à Pinocchio pour sauver Kairi. Une marionnette qui se fait prendre son cœur par les sans-cœurs. C'est peut-être la clé pour aider Kairi? Tu pars dans des hypothèses très intangibles, mon gars, quand même. Oui, car Kairi a perdu son cœur dans le voyage et il cherche à le restaurer. Ah, c'est toujours les filles qui sont mises sur la touche. Bref, après avoir combattu la
glotte tuméfiée de Monstro, il nous recrache. Où sont Pinocchio et Geppetto? Moi, c'est passé, on s'en fiche un petit peu. En fait, ce que je trouve drôle, c'est qu'à partir de là, on peut y re-rentrer et en sortir comme on veut, en mode touriste. Faut croire que Monstro aime avaler et recracher, contrairement à certaines. Un petit tour aquatique avec Atlantica. Ou pour se fondre dans le décor, Donald a cette capacité de nous donner des corps plus adaptés au monde dans lequel on est. C'est une petite touche cool. On y rencontre évidemment Ariel, Sébastien et Polochon qui a des séquelles d'une mauvaise rencontre avec le Joker. Je trouve qu'ils ont l'air un peu bizarres. T'as vu ta gueule? Je comprends que vous fassiez moins d'efforts pour les persos qui apparaissent à peine, mais vous pourriez éviter de leur donner l'expression sourire béat sous Prozac par défaut? Bref, en gros, le royaume est attaqué par les sans-cœurs d'Ursula, et Ariel veut aider alors que son père est surprotecteur et ne lui dit rien, alors qu'il en sait pas mal. Tu n'es pas d'un autre océan. Tu es d'un autre monde, n'est-ce pas? Hein? Donc, tu dois être le maître de la Keyblade. Enfin, un peu de reconnaissance, merde! Mais en bon fermé d'esprit qu'il est, il empêche sa fille de s'intéresser aux autres mondes, ce qui fait qu'Ursula la manipulera sur ce terrain, et la suite est assez prévisible. En dépit du fait que certaines scènes recopiées du film fassent un peu cheap, j'aime bien le changement fait pour rendre sa fuite dans le fil rouge. On ne donne pas à Ariel d'attache à la surface, pour l'instant. Elle est juste curieuse et veut découvrir les autres mondes en dehors du sien, et la pression des attaques d'Ursula aide bien à créer cette tension entre Triton et sa fille qui ne cherche qu'à montrer sa valeur et à comprendre. Et vu que notre héros parcourt un tas de mondes, elle s'identifie bien à ça. Si tu peux explorer d'autres mondes, peut-être que je le peux aussi. Il y a tant d'endroits que je veux découvrir. Je sais que je les verrai un jour. Les contrôles sous l'eau sont rigides au départ, mais je m'y suis fait vite à l'époque, et les combats de boss sont fun. On reprend bien le requin de l'intro du film qui m'a un peu fait sursauter dans sa façon de nous attaquer régulièrement par surprise, et les deux phases d'Ursula à se farcir sont assez intenses. Et Ariel étant le seul allié féminin qu'on ait dans ce jeu, ça a une petite valeur. Je sais que ce monde du jeu est souvent mal vu, mais il passe bien pour moi. Il est pas du tout mal vu, il est détesté. Dans ce monde, on peut pas faire nos combos, nos invocations, et surtout on peut pas esquiver. On tue Ursula en mode critique avec ça, on va rigoler. Ok, j'admets, je suis un casu qui joue à ces jeux en mode normal, ça passe dans ce cas-là. Destination suivante, la ville d'Halloween. Pas un évident, mais très sympa à avoir rajouté. Vous savez que je ne suis pas plus fan que ça du film, mais là ils ont su reprendre ce monde avec beaucoup de panache. Visuellement, ça reprend bien la créativité, surtout quand je préfère l'animation du jeu vidéo, ça aide. Le changement de look de nos héros est vraiment fun et inventif. Et ce coup-ci, Jack n'est pas un connard qui kidnappe quelqu'un pour piquer son boulot juste parce qu'il s'emmerde. Bizarrement, ça le rend plus sympathique. Non, dans cette version, il est intéressé par la mécanique du cœur. Ouais, je sais pas quoi faire de cette référence. En fait, il veut contrôler les sans-cœurs pour un numéro de danse et se dit qu'il pourrait le faire en leur créant un cœur. Il manque peut-être des ingrédients. C'est une pompe qui fait circuler le sang. Rien de très compliqué, mais j'avoue que si on part sur la définition Disney, c'est plus difficile. Oogie Boogie en avant et veut s'accaparer ça. Quand je mettrai la main sur ce... Enfin, je n'ai pas de main, mais je vais quand même m'emparer de ce cœur et contrôler les sans-cœurs. Tu devrais pas déjà savoir comment faire ça, vu que tu bosses avec Maléfique qui maîtrise ce pouvoir et que Jafar et Ursula le maîtrisaient aussi. T'es un intérimaire de la Ligue des Méchants? C'est parce que tu viens pas du studio principal? Après, je vais pas trop gueuler, ça amène du conflit direct efficace et un combat de boss en deux phases vraiment spécial. On sent qu'ils se sont donnés à fond pour rendre ce monde particulier, à la fois dans son visuel, ses environnements et même ses mécaniques, tout en amenant de façon amusante la réflexion sur ce qui fait un cœur, un thème très important de Kingdom Hearts. C'est un passage du jeu qui me plaît beaucoup. Ne sois pas triste. Nous trouverons un autre plan pour Halloween. Kidnapper le Père Noël, peut-être? Après, on croise le vaisseau pirate spatial du capitaine Crochet qui nous accoste. Et Riku qui s'adonne à son nouveau sport favori, nous voir de haut. Sont-ils si importants à tes yeux? Plus que tes anciens amis? Kairi! Eh oui. Pendant que tu rêvassais. Merci, connard, je t'aime aussi. Il a pleinement suivi la route des ténèbres pour sauver Kairi. Tu es stupide! Tôt ou tard, ils auront ton cœur! Impossible. Mon cœur est trop fort. Je suis trop le meilleur. Est-ce que ça sent que je suis pas si fan que ça de Riku dans ce premier jeu? Riku s'est allié avec Crochet pour nous mettre à fond de cale, et il va de soi qu'on va faire équipe avec Peter Pan, qui est là pour sauver sa propre chérie, Wendy, qui est là parce que Crochet l'a soupçonné d'être une princesse de cœur, mais en fait non. Wendy ne ferait pas partie des élus?
A priori, elles sont 7. Et Maléfique dit qu'elle n'est pas l'une d'entre elles. Elle était pas assez princesse. Par contre, Alice... Une seule fille par doubleuse, on va dire. On est encore balancé directement dans l'action, et c'est pas plus mal quand on reprend un film qui a pas mal de points d'écriture discutables. La dynamique avec Peter Pan est pas trop mal, et on joue sur l'égocentrisme de ce dernier qui apprend un peu à devenir plus solidaire avec les combats. Sora manque de remettre la main sur sa bien-aimée, mais Riku finit par l'emporter. Aux ruines de la forteresse oubliée, là où Maléfique règne. Je n'arrive pas à croire que ce soit lui qui parte et que ce soit moi qu'on relaie au boss de fin dans ce niveau, hein. C'est lui! C'est le crocodile qui m'a pris ma main! Ton bateau est pas censé voler dans l'espace, là? Après un combat plutôt fun où on apprend à voler, mécanique ultra logique à incorporer dans ce monde, le capitaine est capoute et on fait un petit tour à la tour de l'horloge pour fermer la serrure du coin. On est vraiment plus dans l'espace donc. Alors pourquoi lorsqu'on y retourne ça a l'air... C'est pas grave. Sora est revigorée d'avoir pu revoir Kairi et de savoir qu'elle est à portée et repart à travers pour améliorer à nouveau son vaisseau en profitant pour se faire un flash de communion avec elle. Oui, parce qu'ils sont liés par l'esprit et pas seulement grâce à la magie de l'amour, ce sera expliqué plus tard. Où elle voit sa grand-mère ou je sais pas quoi qui lui raconte une histoire. Alors, les hommes avaient la lumière, ils voulaient pas la partager, ils se sont battus, les ténèbres sont apparues, gna gna gna. L'humanité craint, la lumière a survécu dans le cœur des enfants. Merci Chantal Goya, ça nous avance beaucoup. Ouais, c'est ce conte à la Babel Pandore sorti comme ça qui sert de base de background à l'univers. On aurait pu faire mieux, mais c'est mieux que rien. C'est toujours mieux que ce qu'on a eu après. Le vaisseau est donc prêt, Sid a été beaucoup plus rapide la seconde fois, et on entame la dernière grande ligne droite du jeu, alors que Maléfique a réuni les 7 princesses de cœur. Ouais, incroyable Kairi en est. Et le sort peut marcher même si elle a perdu son cœur, apparemment. C'est un peu un comble. Révélez-moi où se trouve la serrure! Elle était à mon plafond durant tout ce temps? En arrivant à la forteresse oubliée, aux surprises, Riku vient nous emmerder. Enfin, te voilà. Ce n'est pas trop tôt. Je t'attendais. Mec, ça suffit, je ne suis pas gay! Non pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à ça. Il fait un discours comme quoi il est le plus méritant pour la Keyblade, et apparemment le destin est susceptible de la frime, et la lui donne. Non, c'est moi qui est la plus grosse. Bien, moquerie à part, c'est un moment pivot assez fort. Donald et Dingo se sentent obligés de le suivre parce qu'il a la Keyblade maintenant, et notre héros doit se relever en étant un peu déconfit sur le coup. Heureusement, il est inspiré par l'abnégation de la bête qui est là pour sauver sa belle, princesse de cœur évidente. Eh bien, que je sois seul, je me battrai. Je ne repartirai pas sans elle. C'est pour ça que je suis là. Excellent parallèle avec un personnage classe à incorporer. Et c'est un très bel hommage à la force de ce couple de la part du jeu. De plus, l'ambiance de combat change pas mal parce qu'on est un peu une merde sans Keyblade et on se repose vraiment sur lui. Jusqu'à ce qu'on rattrape Riku et que ça scelle vraiment l'amitié qui s'est forgée entre Sora et les deux compères qui sont prêts à braver les ordres de départ pour être avec lui. Tu peux dire au roi que je suis vraiment navré? On va nous dire ensemble. C'est la fin de cette progression dans leur relation qui a beaucoup d'impact. Même si mon cœur est faible, il n'est pas seul. Il a grandi à chaque nouvelle expérience et s'est attaché aux amis que je me suis fait. Je n'ai pas besoin d'armes. Mes amis sont ma force. Si on oublie qu'une partie des dialogues ont été écrits par les bisounours. La Keyblade fonctionne au discours de confiance en soi, donc revient à Sora, et Riku, désemparé, se fait aborder par l'ombre encapuchonnée du départ. Ouvre ton âme aux ténèbres. Voilà tout. Laisse ton corps, ton cœur, tout ton être devenir ténèbres. Oui, monsieur, vous m'avez l'air digne de confiance. Il prend possession du gamin, qui peut alors faire apparaître une seconde Keyblade maléfique. Mais contrairement à la tienne, cette Keyblade permet d'ouvrir le cœur des autres. C'est toujours pareil. Tu prends la première version sur le marché, et un mois après on te blouse en sortant une meilleure. Et en réveillant ainsi le cœur de Maléfique aux ténèbres, il la transforme en gros dragon.
Classique, on ne pouvait pas sauter ce combat-là. Par contre, ça voulait dire qu'elle pouvait pas le faire elle-même? Vous nous l'avez nerfé, dites-moi. Ce dernier Big Bad Disney réglé, on se confronte à Riku et surtout à celui qui l'habite. Mon nom est... Ansem, le chercheur des ténèbres. Une révélation que je trouve excellemment amenée. Depuis le début, Ansem est présenté comme le sage qui dirigeait le monde où vivaient Léon et compagnie et Kairi avant sa disparition. Au fur et à mesure de ces rapports qu'on trouve, on apprend qu'il a étudié les sans-cœurs avec assiduité et il aide à appuyer le background derrière. Et on pense que ça ne va être que ça, mais en fait non, car son étude sur les sans-cœurs l'a poussé à être trop curieux et à succomber aux ténèbres, comme d'autres qu'on a vus avant. Donc ce qui paraît être juste du bonus secondaire est un setup super bien ficelé pour annoncer le vrai méchant de fin. Enfin, jusqu'à ce que les suites compliquent ça, mais on n'en est pas là tout de suite. Il nous informe que si Kairi n'a pas son cœur, c'est parce que ce dernier s'est réfugié en Sora. Kairi est en moi. Zut, j'aurais préféré l'inverse. Après avoir combattu Riku pour à peu près la 50e fois, il décide de mettre sa vie en jeu pour sauver sa dulcinée. Et ça le transforme en petit sans-cœur basique. Alors, Maléfique elle a droit au gros dragon badass et moi j'ai cette merde? Merci pour le favoritisme, les ténèbres. Mais grâce au pouvoir du cœur, Kairi nous sort de là et on se fait tous un petit retrait tactique à travers avant le grand combat. Ce qui nous permet un petit moment intime avec notre chérie. Ce qui est pas plus mal vu qu'elle a pioncé durant les 3/4 du jeu, celle-là. Pire qu'Aurore, la petite. Les cœurs sont connectés. Et la lumière qui en sort a traversé les ténèbres. J'ai vu cette lumière. Est-ce que les thèmes de ce jeu vous paraissent évidents à vous? Ça peut être compliqué à suivre. On retourne au combat, le torse bombé, la bête et la belle se retrouvent, c'est sympa à montrer. Tout comme les princesses de cœur qui décident de pas jouer les potiches à la fin en contenant les ténèbres d'Ansem avec leur pouvoir. Et avant de prendre l'allée express vers le cœur des mondes, le Gangléon nous fait un petit au revoir. Même si on ne se revoit plus, jamais on ne s'oubliera. Va dire ça à la suite. On entre dans le dernier tableau, la fin des mondes. Très accueillant, où les mondes engloutis par les ténèbres stagnent, les monstres sont plus forts que jamais, et Chernabog passe pour nous faire un petit coucou. Un boss techniquement dispensable, mais je prends sans problème, et il passe bien avec la thématique. Et il n'est pas le seul. Coucou, je suis le boss le plus puissant du jeu, rajouté dans la version Final Miss, que Mayu a certainement zappé. Dommage parce qu'ils m'ont passé des canoniques et je me serais bien amusé à le voir buter contre moi pendant des heures. Pour qu'Ansem se dévoile et se donne une petite poussée de croissance après son premier combat, comme la moitié des méchants Disney qu'on a affrontés. Comme quoi, t'as rien inventé, mec. Blague à part, ce Ansem éthéré est ultra imposant, amalgamant différents mondes dans son design, et on ressent le poids des enjeux face à lui qui est loin d'être simple à battre. La grandeur d'un boss final de JRPG qui se respecte. Une fois vaincu, il tient quand même à voir le cœur des mondes d'où les ténèbres sont originaires et qui en sont l'unique composant qu'il croit... Lumière! Taste the rainbow, motherfucker! Mais ça a beau être un peu lumineux, ça reste dangereux de garder cette porte ouverte, et nos héros s'activent pour la fermer avec l'aide du roi Mickey qui apparaît enfin. Maintenant, Sora, fermons cette porte une bonne fois pour toutes. Il sait vraiment se faire désirer ce qu'on l'a. Et Riku qui tire la porte de l'intérieur... Tu pourrais pas juste sortir pour la pousser avec nous? Je suis trop émo pour avoir ma happy end tout de suite. Les mondes absorbés se reforment, Kairi retourne sur l'île du destin, alors qu'elle est pas originaire de là techniquement, mais bon. Et dans une scène poignante, et je le pense sincèrement, Sora ne revient pas avec elle pour poursuivre la mission et sauver Mickey et Riku, terminant le jeu sur une note douce amère très forte. Et je m'en suis moqué, mais oui, c'est un symbolisme très efficace. Partant sur une piste pour trouver les leurs, Sora et ses amis sont prêts pour les futures aventures qui les attendent. Et tant mieux parce qu'elles vont se cumuler pas mal. J'aime beaucoup ce jeu pour son gameplay riche et addictif, son histoire un peu niaise et discutable mais
qui décolle beaucoup à la fin, tout le contenu facultatif que j'ai à peine taclé mais qui est vraiment très prenant à faire, et spécifiquement la façon très satisfaisante d'incorporer les univers Disney et Final Fantasy là-dedans. La plupart des personnages connus montrés apportent leur pierre à l'édifice, la trame centrale joue autour de beaucoup d'entre eux, les princesses de cœur, la coalition des méchants, la brigade Léon. C'est simple, on ne ressent pas une seconde que c'est une contrainte au scénario, mais un vrai plus symbiotique. Et malheureusement, ça sera moins ressenti par la suite pour moi. À la prochaine, et on verra si ça vous donnera envie de me dire « Meurs, ange sans cœur !» N'oubliez pas, dès que Mayou entrera par cette porte... Oh, je sais, j'attaque avec la fanfare. Pas maintenant, crétin.